Yo, oh, 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 yeah. Mbote na yo moto zana boyebi yango na ye poyo kabelanga luba. Amis de la culture, férus de belles lettres, bonsoir et bienvenue à cette énième émission de Pensée congolaise, votre chronique littéraire diffusée sur la chaîne républicaine, l'Acte le 7. Nous sommes dans le réel plaisir de vous savoir toujours nombreux pour ce programme et ce soir, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir une fois de plus sur ce plateau un nouvel auteur qui vient avec cet ouvrage aussi intéressant intitulé Kipa Vita, la fille de Nekongo. Et l'auteur est bel et bien Monsieur Pembi Magloire Nkosi, qui est ici avec nous sur ce plateau. Monsieur Magloire, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Monsieur Magloire, à Pensée congolaise. Je vais ici signaler la petite biographie que l'on retrouve dans la 4e de couverture de votre ouvrage. On dit de vous que vous êtes fils d'enseignant, ancien élève de frère Mariste à l'Institut Bobokoli de Kinshasa, Mbinza. Vous êtes donc diplômé d'État en 1992 en section scientifique option biochimie. Vous faites des études de médecine en faculté de médecine à l'Université Congo, et donc vous êtes diplômé en médecine, mais aussi et surtout en ce moment vous êtes neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa et chercheur à l'Institut de recherche santé et des sociétés de l'Université catholique de Louvain, donc nous sommes en Belgique. Et comme ça, vous venez nous voir avec ces romans, je voudrais bien dire à la fois roman et histoire, donc un roman historique, que vous intitulez Kipa Vita, la fille de Nekongo. C'est bien ça. Tout à fait. Bon, voilà, on va parler maintenant de cet ouvrage de plus de 200 pages, comme ça, que vous avez voulu intituler ou rendre hommage à la prophétesse Congo, Kipa Vita. La question qui me vient d'emblée à l'esprit par rapport à vos publications, je peux remarquer que vous avez déjà plus de 3 publications, mais l'essentiel de vos publications, elles sont plus prolixes. Je vous sens débordé en contenu, plus en abondance, il y a toujours plus de 200 pages. Qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous caractérise à faire des ouvrages aussi plus abondants comme ça en matière? Je pense que quand on commence à écrire un livre, on ne sait pas toujours combien de pages on va écrire. Et en général, le nombre de pages qu'on a est proportionnel au contenu qu'on veut donner dans son livre. En général, même si ça paraît être relativement grand, ici on a plus de 277 pages à peu près, dans d'autres ouvrages on a plus de 200 pages. Oui. C'est vrai, mais quand on lit le livre, on ne se rend pas compte de cette taille parce que la matière est assez proportionnée par rapport à ce qu'on veut raconter. Et je pense par exemple que pour Kipa Vita, il aurait été très difficile d'écrire moins que ce que j'ai fait là. Parce que c'est un personnage qui vous tient à cœur. Oui, c'est un personnage qui m'a littéralement fasciné quand je l'ai découvert en lisant des ouvrages historiques. Et d'autant plus que c'est un personnage qui ne m'avait pas été enseigné à l'école. Parce que vous l'avez dit, j'ai étudié ici à Kinshasa. Je suis passé plutôt par une bonne école qui a une assez bonne réputation, où j'ai une scolarité plutôt sérieuse. Et bien, j'avais appris beaucoup de choses, mais je n'avais pas appris grand-chose sur ma propre histoire, notamment sur Kipa Vita. Et donc, quand j'ai découvert ce personnage, elle m'a littéralement fasciné. Et donc, petit à petit, l'envie est venue de partager cette fascination, de faire connaître au plus grand nombre cette histoire que vous avez entre les mains aujourd'hui. À quel moment vous êtes-vous senti déterminé à écrire sur Kipa Vita? Quasiment, disons, fin 96, le professeur Ndaïwel publie son monumental ouvrage, Histoire du Congo, de l'héritage ancien à nos jours, je donne le titre de mémoire. Et donc j'ai lu ce livre avec passion, quasiment, j'ai pratiquement tout lu, c'était autour de 1000 pages. Wow. Et donc c'est dans ce livre-là que je redécouvre Kipa Vita avec un peu plus de détails. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de connaître un peu plus, parce que dans le livre de Ndaïwel, c'est sur une page. Oui. Et je me rends compte que c'est un personnage important. Et donc je me mets à me documenter là-dessus. Et petit à petit, je découvre tellement de choses intéressantes, tellement de choses fascinantes, tellement de choses importantes, que je me dis, en même temps que je me révolte contre l'éducation et l'instruction que j'ai reçue,
je me dis, il est temps qu'un plus grand nombre de gens soient au courant de cette histoire. Parce que tu apprends quelque chose de très important, de très intéressant, tu te révoltes, et puis tu te rends compte qu'autour de toi, oui, ceux de ta génération, ceux qui sont passés par le même moule que toi, oui, n'en connaissent rien. Évidemment. Et alors, je me donne cette tâche-là, cette mission, entre guillemets, de raconter cette histoire pour que le plus grand nombre de gens puissent la voir. Donc, c'est dans cette période-là que je me suis décidé, mais il a fallu le temps pour rassembler la documentation, parce qu'avoir la volonté d'écrire un livre est une chose, pouvoir avoir le matériel sur lequel travailler en est une autre. Donc il a fallu du temps pour rassembler la documentation, il a fallu le temps pour contacter les gens qui auraient pu me donner des livres, et c'est pas facile ici à Kinshasa. Et donc dès que tout ce matériel a été réuni, je me suis mis au travail, mais c'était des moments difficiles, parce qu'il fallait beaucoup travailler. Et au départ, je n'ai pas une formation d'archiviste ou d'historien, donc j'ai dû beaucoup travailler. Mais en même temps, c'était des moments fascinants, parce que chaque jour, je découvrais encore un peu plus sur notre propre histoire. Vous êtes psychiatre, donc médecin, mais je découvre que c'est depuis 2008 que vous publiez déjà sérieusement, mais vous écrivez déjà bien avant ça. Et vous avez publié, donc, à part Kimpavita, la fille de Congo, vous avez publié Cris de femme, qui est une pièce de théâtre. Donc, à la fois, on peut reconnaître à vous le talent d'un dramaturge, mais aussi vous publiez Au gré de vie perdue, un texte qui a été édité par vous-même en 2009, et puis Le mystère de Kinshasa, publié aux éditions MM en 2010. Je me dis, psychiatre de votre état, quelle place occupe la littérature, occupe l'écriture dans votre vie? La littérature, les livres, ça a toujours été une passion. J'ai appris à lire très jeune. Et j'ai adoré les livres. Pendant que j'étais enfant, adolescent, je passais beaucoup de temps dans ma chambre à lire. Et en fait, quand on aime les livres et qu'on en lit, petit à petit vient l'idée de pouvoir en écrire soi-même. Donc, mais il faut du temps, il faut de la maturité pour pouvoir prendre un texte littéraire. Si je me rappelle bien, c'est autour de 15-16 ans que j'ai écrit mes toutes premières nouvelles. D'accord. Je pense que c'était des textes avec la maladresse liée à l'époque et à l'âge que j'avais. Et puis, mais j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours continué à lire. Et même aujourd'hui, malgré mon travail de médecin, qui est passionnant, soit dit en passant, mais je prends le temps de me cultiver, je prends le temps de lire. Et j'aime aussi écrire. C'est un réel plaisir que de s'asseoir, que d'imaginer quelque chose et ensuite de le partager avec les autres. Voilà, pour moi c'est un plaisir, c'est pas une corvée, c'est quelque chose que j'aime faire et je le fais depuis de nombreuses années. Voilà, et vous venez finalement en 2012 ou 2013 ici, parce que le roman a été publié il n'y a pas longtemps ici à Kinshasa, à la salle Wallonie-Bruxelles. Et donc vous revenez avec Kimpavita, la fille de Congo. Mais moi quand je l'ai lu, en tout cas c'est un livre que déjà d'emblée je recommande à ceux qui nous suivent vraiment à découvrir après cette émission, à le trouver, puisqu'il est tellement passionnant. Et il y a de la matière. Non seulement il est romanesque, puisque le style est parfait, très pittoresque, mais aussi il est à la fois historique, parce qu'il y a de faits réels sur l'histoire de ces personnages principaux de l'histoire congolaise, ou je dirais de l'histoire Congo en général, Kimpavita. Mais je me suis posé la question, très souvent, c'est un truc de plus de 200 pages, c'est 260 quelques pages. Des ouvrages pareils sur des portraits des personnages sont souvent faits par, je dirais, par devoir, par ceux qui sont dans une certaine branche précise, donnée. Ceux qui sont historiens se disent, bon, je vais faire des recherches sur Kimpavita. Ceux qui sont en médecine, ils font des recherches dans leur domaine. Mais vous êtes médecin, vous quittez la médecine pour aller faire pratiquement un travail de recherche comme une sorte de thèse, une sorte de mémoire sur Kimpavita. La question reviendra encore, je me dis, mais qu'est-ce que vous cherchez vraiment à apporter par rapport à ces personnages? La question revient et la réponse va revenir aussi. Je pense qu'il faut vraiment être aveugle ou ne pas vouloir voir que notre société actuelle n'est pas dans une situation formidable. Il y a de gros problèmes, que ce soit au pays ici et en Afrique en général. Et donc, l'homme que je suis, membre d'une société, à un moment ou à un autre, on se pose des questions pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Et petit à petit, en réfléchissant là-dessus, je suis arrivé à la conclusion
que c'est la connaissance de l'histoire, la profondeur historique. C'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation. Et c'est de cette connaissance de l'histoire que nous pourrons trouver les meilleures solutions pour nous en sortir. Pour moi, c'est une conviction. Si on ne lit pas notre histoire, si on ne comprend pas notre histoire, on ne comprend pas notre situation actuelle et donc on sera incapable de nous en sortir. Donc, et en tant que membre de cette communauté, il est de ce fait de mon devoir, puisque je veux aussi du bien de cette communauté, de comprendre ce qui s'est passé avant. Ça, c'est dans une thématique générale. Mais je veux aussi dire, cette histoire n'est pas connue. Cette histoire n'est pas enseignée. Et donc, si lire les mémoires, lire les thèses est très difficile, parce que c'est dans une langue ardue, et parce que ce n'est pas diffusé, ça reste dans les milieux des chercheurs, un roman, par contre, a l'avantage d'être un texte qui peut être accessible au plus grand nombre. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait un travail où je me suis vraiment basé sur la matière historique, sur les données historiques existantes, et j'ai pris tout ça et je l'ai rendu sous forme de roman, de sorte qu'on a un texte qui a un fort contenu historique, mais qui est présenté avec un caractère qui permet au plus grand nombre d'avoir accès à cette histoire. Oui. Et donc, en lisant mon livre, on apprend les faits historiques, mais on a le plaisir de lire un roman. Et voilà, c'est un peu le but recherché. Vraiment, le plaisir historique rivalise avec ces plaisirs romanesques de ceux-là qui veulent bien découvrir la beauté littéraire. Ça, il y en a dans ces livres et on peut s'en rassurer. Mais aussi, dans cet ouvrage, moi, je peux comprendre que finalement, vous avez fait un travail vraiment de recherche, puisqu'il y a tout sur Kimpavita. Les conditions de sa naissance, sa venue au monde, sa vie presque miraculeuse, vous racontez dans ces livres, et puis la brusque chute de sa vie. J'aimerais que vous, je vous donne à vous la parole, moi je l'ai lu en tout cas de bout en bout, mais à vous de nous dire un peu l'essentiel de la vie de ces personnages historiques Kimpavita. Donc rapidement, si on doit dire quelque chose sur Kimpavita, c'est une fille qui est née dans une famille Congo, une famille aristocratique, une des grandes familles du royaume Congo de l'époque. C'est une fille qui a été éduquée comme se devait l'être toute fille Mukongo, digne de son nom. Elle a été initiée au culte de Marinda et en même temps, elle a été christianisée. Elle a reçu le baptême, elle a été à l'église, elle a cru en Jésus-Christ. Et par la suite, cette fille, puisqu'on est au début du XVIIIe siècle, le royaume Congo se trouve dans une situation de chaos. Il y a 2-3 rois qui règnent en même temps et qui réclament le trône du Congo. Il y a le trafic des esclaves qui bat son plein et la situation du pays n'est pas très bonne. Et c'est en ce moment-là que cette fille, se rendant compte du chaos dans lequel baigne son peuple, prend son courage à deux mains et décide de restaurer la grandeur du royaume qui était perdue. Et donc, puisqu'elle a lutté contre les trafiquants d'esclaves, contre les prêtres qui avilissaient le royaume, elle a été condamnée par le tribunal de l'Inquisition, avec les méthodes de l'Inquisition. Elle a été brûlée vive. Et cela a fait l'affaire des prêtres. Comme ça, ils pouvaient continuer tranquillement leur business des esclaves. Vous écrivez à la 56e page, Kimpavita signifiant Kinkongo, après avoir eu ce nom bien sûr, Kimpavita signifiant Kinkongo, fable, légende, devinette, mystère, caractère difficile d'une personne et vita qui signifie embuscade, embûche, piège, dans le cadre de l'organisation d'une guerre ou simplement aujourd'hui guerre tout court. Kimpavita signifiait qu'elle était née dans des conditions et des circonstances difficiles, tant pour ses parents, pour sa mère en particulier, parce qu'elle était pratiquement, on l'a connue au début de cette histoire stérile, et que pour toute l'aristocratie Congo qui vit des périodes troubles depuis 1665, date de la mort d'Antonio Ier à la bataille d'Ambuila. Je reste donc ici sur la signification de ce nom Kimpavita. Ça m'a un peu retenu pendant que je lisais votre ouvrage. Kimpavita en elle-même veut dire fable, légende. Donc je me pose la question, est-ce que l'histoire même de ces personnages ne serait pas quelque chose d'affabulation ou bien un mythe tout court? Mais non, justement, Kimpavita a existé. Elle a bel et bien vécu. Elle a bel et bien vécu.
elle est morte sur les terres Congo. Mais en même temps, c'est un peu la grandeur de ce personnage parce que elle porte un nom qui veut dire fable et légende, elle porte un nom qui veut dire guerre. Et sa vie a été une bataille contre les forces du mal. Et elle est morte et elle a tellement vécu une vie extraordinaire qu'elle est même devenue un personnage légendaire. Parce qu'elle est là, elle est restée. Et parfois, on ne sait même plus à quel moment de l'histoire il faut pouvoir la placer. Elle a vécu une vie de bataille contre les forces du mal. Je suppose ceux qui liront ces livres comprendront que quand vous parlez de forces du mal, on peut sous-entendre entre guillemets en filigrane ceux qui sont venus évangéliser le royaume Congo de l'époque, dans l'église catholique, que vous fustigez de bout en bout de ces livres par leurs pratiques néfastes et jusqu'en venir avec l'inquisition qu'a eu à subir Kimpavita. Vous qui êtes aujourd'hui auteur, écrivain, quel reproche ou quel regard avez-vous face à cette église qui aujourd'hui, il me semble, n'a pas encore eu à s'excuser par rapport à ces drames causés aux fils et filles de l'Afrique? Il y a eu des excuses par rapport à l'esclavage, du pape Jean-Paul II notamment. Il y a eu des excuses des évêques africains en visite sur l'île de Gorée. Mais voilà, je pense que l'Église catholique en Afrique a un gros passif. Maintenant, comment est-ce qu'elle doit réparer ce passif? Ça, je ne sais pas si la personne la mieux placée pour pouvoir en parler. Mais moi, par contre, ce que je peux dire, c'est que cette histoire doit être connue. Doit être connue. On doit savoir ce qui s'est passé. Et vous parlez de fustiger l'Église catholique. Je ne sais pas si je fustige, mais en tout cas, je raconte ce qui s'est passé. Vous dites ce qui s'est passé. Je raconte ce qui s'est passé. C'est une vérité historique. Mais une vérité malheureuse. Hein? Malheureuse. Le reproche qu'on va faire à l'Église par rapport à ça, c'est cette idée de regarder l'autre non plus comme un être humain, mais plutôt comme une chose. Vous vous souvenez, il y avait eu un gros débat en Espagne pour savoir si le noir, le nègre, avait une âme. Ah oui. Oui. Et donc, quand des hommes se réunissent en conclave pour discuter du fait de savoir si d'autres hommes ont une âme, ça pose quand même question. Et ils ont été vraiment à la base même de la traite d'esclavage. La traite des Noirs a été avalisée par l'Église. L'Église a été une grande actrice dans ce commerce odieux. Il faut lire cette histoire, il faut connaître cette histoire. Et c'est quand on connaît cette histoire qu'on peut bien se positionner par rapport à cette Église aussi. Donna Béatrice Kimpavita, qui serait finalement habité par Saint Antoine de Padoue. Alors je me dis, n'y a-t-il pas là dans cet ouvrage, dans cette histoire de Kimpavita, une sorte de confrontation, de contradiction entre la tradition Congo de l'époque, avec la modernité apportée par l'Église? Elle qui s'est Nzambian Pungu, qui va se faire habiter par Saint Antoine, parce que finalement, jusqu'au bout, elle sera d'ailleurs brûlée vive avec les habits des nonnes. Donc, l'histoire, y a-t-il pas une sorte de contradiction ou de guerre finalement dans ces personnages? Il y a de la contradiction, il y a un choc des cultures, c'est vrai, mais en même temps, Kimpavita est le personnage qui montre qu'entre cette thèse et cette antithèse, on peut avoir une vraie synthèse. Donc Kimpavita est une vraie Mukongo, formée, éduquée comme telle, et en même temps une vraie chrétienne, et tellement chrétienne qu'elle sait se rendre compte que les prêtres qui sont là ne sont pas des chrétiens, du moins par leurs actes. Ok. Je vais revenir en tout cas sur la beauté littéraire de votre œuvre. On ne peut pas s'en passer. Le soleil finissait sa course. Il n'était plus qu'une boule rouge dont on supportait le peu d'éclat qui en émanait. Il ne faisait plus peur. On pouvait le regarder à présent, mais dans le tréfonds de son cœur, il se faisait une promesse ferme. Demain, c'est sûr, ils ne seront fixés leurs yeux sur moi. Vaine résolution. Nous sommes à la page 11, donc c'est le prologue pratiquement. Mais je viens vous redécouvrir aussi dans le même livre, comme je l'ai dit dans toute cette émission, avec une autre écriture purement d'un scientifique. Le livre, vous écrivez avec un style littéraire, mais on vous retrouve aussi comme un scientifique, un historien. Vous écrivez « L'histoire de la jeune Kimpavita peut paraître incompréhensible au lecteur, peu habitué aux chroniques Congo. Aussi, une digression expliquant les cadres sociopolitiques et spirituels dans lesquels son action s'épanouira s'avère nécessaire. Des témoins de l'époque tels que Pedro Mendes,
Duarte Lopez ou Pigafetta, pour ne citer que ceux-là, permettent d'en tracer les contours. Et ainsi donc, dans l'œuvre, vous nous donnez matière, en tout cas abondante, avec de lettres, des correspondances, où je me pose la question si ces correspondances sont-ils authentiques, vraies, ou bien elles sont tous dans le même jeu d'une fiction littéraire. Non, et même le nom de certains personnages. Non, les noms des personnages sont tous vrais. C'est des gens qui ont existé, qui sont les protagonistes de cette histoire. Les lettres citées dans ce livre ont été écrites, existent. Donc moi, j'ai pris contact avec les travaux scientifiques, les ouvrages de l'époque, les traductions évidemment, et j'ai discuté avec certaines personnes pour pouvoir vraiment écrire un roman basé sur du réel. Basé sur du réel, et on se rend compte en lisant qu'il y avait une histoire magnifique qu'on ne nous a pas apprise. L'histoire magnifique qu'on ne nous a pas apprise, parce que je me suis dit, après avoir lu ce livre, c'était une histoire quasi similaire à celle de Jeanne d'Arc, raison pour laquelle d'ailleurs on dit souvent de Kimpavita à la Jeanne d'Arc d'Afrique. Oui, c'est Ibrahima Babakake qui avait utilisé ce terme, si ma mémoire est bonne. Oui. Alors moi je n'aime pas trop, parce que je crois que Kimpavita n'a pas besoin d'être comparée à Jeanne d'Arc pour exister. Elle s'appelle Kimpavita, elle a vécu au Congo, elle peut exister en elle-même sans qu'on ait besoin de forcément créer ce parallèle. Mais évidemment, pour le lecteur moyen, celui qui a été à l'école de temps en temps, qui lit les livres, qui regarde la télé, qui écoute la radio, quand on parle de Kimpavita, tout de suite on dit c'est la Jeanne d'Arc congolaise. Voilà. Donc celle qu'on appelle la Jeanne d'Arc congolaise, c'est Kimpavita. Et moi je raconte son histoire sans avoir à faire référence à Jeanne d'Arc. Et que ressentez-vous quand dans le programme d'enseignement, c'est plus Jeanne d'Arc, entre guillemets, qui est promue par rapport à ces modèles Kimpavita? Mais c'est le regret, mais ça c'est la conséquence de la colonisation, de l'esclavage. Voilà, on est porté plus à apprendre l'histoire des autres. Elle est passée cette colonisation. Actuellement, ce qui nous on est resté dans le même moule. Les gens ont été conditionnés par ce qu'ils ont appris à l'école. Et même aujourd'hui, on pense qu'être cultivé, c'est connaître tous les arrondissements de Paris et pas forcément connaître les communes de Kinshasa. Donc voilà, on est dans ce moule-là. Et je crois que globalement, pour un intellectuel africain, il y a un vrai défi. Il y a le défi d'aller à l'école parce qu'on doit apprendre, on doit être compétent techniquement, mais il y a le défi de savoir quitter l'école symboliquement. C'est-à-dire qu'ayant appris, ayant une compétence technique, on doit apprendre à voir le monde avec nos yeux d'Africains et non plus avec le prisme appris à l'école qui fait de nous de gros aliénés. Voilà. Le minute s'égrène malheureusement, le temps nous est tellement imparti. Vous écrivez ceci à l'épilogue, donc à la conclusion de cet ouvrage. Bernard Ngaloufou fut réhabilité, point. Kimpavita, son modèle aussi, point. La cérémonie de béatification eut lieu à Mbanza Congo, à côté des ruines de la cathédrale, des tombes des rois du Congo et peut-être des restes de la Sainte. Alors, je me suis posé la question, c'est vrai que c'est vous qui êtes l'auteur, c'est la chance que nous avons de recevoir l'auteur sur ce plateau. Peut-on comprendre ou dire de cette conclusion comme une sorte de souhait de l'auteur, puisqu'on le sait bien que Kimpavita n'a jamais encore été béatifié, moins encore canonisé. Est-ce un souhait pour l'auteur, finalement, que ces personnages africains soient un jour canonisés par l'Église catholique? L'idée que Kimpavita soit canonisé n'est pas une idée neuve, elle n'est même pas de moi, parce que Raphaël Bachikama l'avait déjà évoqué, fin des années 60. Alors on parlait tout à l'heure de ce que l'Église pourrait faire par rapport à ce passé douloureux. Voilà, ça c'est une sorte d'appel du pied, si vous voulez. Quelle mesure formidable que celle qui a été condamnée par l'Église à brûler vive soit canonisée et reconnue comme sainte par cette Église. Je crois que ça peut avoir une portée symbolique incommensurable. On l'espère bien sûr avec l'auteur ici sur ce plateau. Je reçois donc sur ce plateau, mesdames et messieurs, monsieur Magloire Mpembikosi, auteur de ces magnifiques ouvrages intitulés Kimpavita, la fille de Congo. Donc nous parlons ici avec lui de ces personnages, mais aussi de cet ouvrage, plus de 200 pages, je le disais tantôt dans le début de cette émission. Le page ne doit pas nous faire peur parce que moi je l'ai lu et l'avantage qu'il y a avec l'auteur ici même sur ce plateau, c'est de retenir son lecteur en haleine. Comment faites-vous pour créer ces rebondissements à tout moment,
et que celui qui lit cet ouvrage ne puisse pas le lâcher d'un seul coup? En fait, parfois j'en ai même un peu honte parce que je n'ai fait que raconter l'histoire de Kepa Vita. Je n'ai pas inventé grand-chose. J'ai peut-être mis en musique, mais je n'ai pas inventé grand-chose. Mais en même temps, vous savez, on est dans un pays qui connaît des difficultés. Et donc, je me dis toujours que personne n'est obligé d'acheter ton livre. Personne. Et la personne, au lieu d'acheter un livre, peut s'acheter une chemise ou une chikwang, pourquoi pas. Mais lorsque quelqu'un achète un livre, moi j'ai envie que quand il ouvre ce livre, qu'il ne le lâche pas. Et qu'à la fin, il ne se dise pas « j'ai perdu mon argent ». Évidemment, ceux qui nous suivent ne vont pas perdre leur argent. J'aimerais bien vous donner l'occasion de nous donner votre mot de la fin parce que c'est déjà la fin de cette émission. Tout ce que je peux dire, c'est que il est temps qu'on apprenne notre histoire, qu'on réapprenne notre histoire et que la lecture, c'est quelque chose de primordial, surtout en ces temps qui sont difficiles. Il n'y a que par la connaissance, par la culture qu'on arrivera à sortir de notre situation difficile. D'accord. Merci beaucoup d'être venu à cette émission, M. Magloire. Mais du moins, il y a ceux qui voudront bien vous contacter pour se procurer cet ouvrage. Comment faire pour vous joindre? Alors, le plus simple, c'est via ma page Facebook. Donc, vous tapez mon nom, vous tombez sur ma page, on peut me contacter. Sinon, au téléphone, au 089 629 33 30. L'ouvrage c'est rapide, si vous pouvez deux fois. 089 629 33 30. L'ouvrage est édité en France. L'éditeur n'a pas de distributeur ici sur place. Donc, il faut entrer directement en contact avec moi pour vous procurer le livre. Voilà. Donc, nous recevions ce soir, mesdames et messieurs, M. Magloire Mpembi Kossi, auteur de Kepa Vita, la fille de Nkongo, qui nous a honoré de partager avec nous ces beaux moments de discussion littéraire avec son ouvrage très intéressant, très captivant, je vous le dis, plus de 200 pages, mais vous ne l'allez jamais les lâcher d'un seul instant dès que vous vous y êtes mis. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission, nous disons merci beaucoup à l'auteur. Quant à vous, on se revoit le jeudi prochain, toujours à la même heure. La rediffusion de cette émission, vous l'avez demain à 11h15, donc vendredi 11h15. Si vous voulez nous contacter pour que nous puissions vous recevoir aussi, n'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de vos petits écrans ou nous écrire carrément à notre adresse email et nous vous répondrons avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et donc bonne lecture chez vous. Merci. Mbote na yo moto zana boyebi yango na ye po yo kabelanga